Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence dans cette session Innovation thérapeutique, vie sociale et santé mentale. Je suis Gérard Friedlander et nous avons créé à quelques-uns cet incubateur en santé mentale qui s'appelle Impact. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis là avec vous aujourd'hui et j'ai le plaisir d'accueillir, on va commencer par les dames, Angèle Malâtre-Lansac, qui est directrice générale de l'Alliance Santé Mentale et ex-conseillère de Madame Agnès Firmin-Lebaudot. Madame Claire Lérité-Calmet, laboratoire Insight, un laboratoire très actif dans l'environnement et dans la santé psychosomatique. Nicolas Marchand, qui a créé Cuido, une start-up dont il nous dira à quoi elle sert en santé mentale. Franck, qu'on ne présente plus, Franck Bellivier, qui est délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, qui est professeur de psychiatrie, et Raphaël Gaillard, professeur de psychiatrie et praticien hospitalier au centre hospitalier Sainte-Anne. Alors on est nombreux et on n'a pas énormément de temps, donc on va essayer de faire tourner la parole de manière un peu dynamique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la santé mentale n'est pas complètement dans le champ de la santé et en même temps l'est de plus en plus. Donc moi, j'avais envie de commencer par vous demander de quelle manière vous voyez l'intégration entre la santé somatique et la santé mentale et pourquoi est-ce qu'on fait aujourd'hui ce lien autre que la fameuse psychosomatique, qui est un mot qui ne regroupe pas nécessairement des choses qu'on comprend, entre santé mentale et santé physique. Qui se lance? Franck, et puis on demandera à Angèle de suivre. Très rapidement, on dit aujourd'hui de manière assez communément admise, pas de santé sans santé mentale. Et dans les déterminants de santé, on retrouve de nombreux items qui sont en lien avec la santé mentale. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est une raison statistique, c'est-à-dire qu'il y a une forte association entre les situations de souffrance psychique et les situations de maladies physiques, les facteurs psychologiques qui influencent le cours évolutif des pathologies somatiques et les pathologies somatiques qui ont un impact sur la santé mentale des personnes. Donc, deux notions totalement indissociables à considérer aujourd'hui. Merci beaucoup. Angèle? Oui, peut-être de rajouter qu'effectivement, les 2 tiers des personnes avec des troubles psychiatriques présentent aussi des troubles somatiques. Donc, en fait, on est vraiment sur une seule santé. Santé mentale, c'est dans la santé, l'état de bien-être qui vous permet de réaliser votre potentiel. Ça, c'est la définition OMS que j'aime bien, et de faire face aux difficultés normales de la vie. Donc, on a tous une santé mentale. Ça concerne absolument tout le monde. Elle peut s'altérer, se dégrader. On peut aussi avoir des troubles psy. Ça, c'est le cas d'une personne sur 5 chaque année. Donc, voilà, c'est l'idée de dire on est tous concernés par cette thématique qui touche très très largement. Raphaël, comment est-ce que le tenant de j'allais dire de la psychiatrie moléculaire, mais c'est un peu ça, comment est-ce qu'au fond on trouve les bases moléculaires de ce dialogue entre santé physique et santé mentale? Alors, moi, j'ai l'habitude de reprendre une position mégalomane d'un grand psychiatre, Henriet, qui disait que ça n'est pas la psychiatrie qui est une branche de la médecine, mais la médecine qui est une branche de la psychiatrie. Donc, je pense qu'on peut être plus ambitieux encore et considérer que dans ces interactions entre santé mentale et santé physique, probablement la santé mentale est en train de devenir un enjeu systémique clé. Et pour tous, en fait, bien au-delà de la question de la santé mentale, même s'il y a un enjeu spécifique en santé mentale, qu'il faut rappeler la fréquence des troubles mentaux, en fait, le déterminisme, la santé mentale est un déterminant d'énormément d'enjeux dans la santé physique. Et puis ensuite, il s'avère qu'il y a plein de liens, d'ailleurs on peut le rappeler même au titre de l'embryologie. Je pourrais donner juste cet exemple. La peau est issue d'un tissu, d'un point de vue embryologique, l'ectoderme, qui donne aussi le cerveau.
Et donc il y a une sorte de déterminisme commun en fait à la peau et au cerveau, dont on garde des traces. Alors il y a la psychosomatique des pathologies dermatologiques, mais il y a en fait une réelle physiopathologie des maladies dermatologiques qui est en lien étroit avec le fonctionnement cérébral. Et donc on voit aujourd'hui émerger des acteurs moléculaires qu'on comprend beaucoup mieux dans le champ dermatologique, mais j'aurais pu prendre un autre exemple, j'aurais pu prendre l'exemple de notre deuxième cerveau, c'est-à-dire les intestins, pour montrer que nous déterminons aujourd'hui l'existence d'acteurs moléculaires qui sont communs au cerveau et à d'autres organes. Merci beaucoup, Raphaël. Claire, et je vais m'adresser à vous deux, parce qu'au fond, vous explorez des pistes d'abord thérapeutiques avec du numérique, avec des molécules. Comment est-ce que vous vous situez dans ce champ-là ? Mais effectivement, Insight est un laboratoire américain qui s'est tout d'abord développé dans les mécanismes d'auto-immunité, ce qui nous a mené à faire de plus en plus de recherches dans les maladies de peau, les maladies auto-immunes de la peau, dont le vitiligo. Vitiligo, qui est une maladie assez emblématique, qui paradoxalement était peu connue jusqu'à présent, alors qu'en France, il y a à peu près 1 million de patients, 1 million de Français qui sont concernés par cette maladie. Et vous l'avez dit, c'est typiquement le genre de maladie qui, à l'origine, était plus perçue comme une maladie psychosomatique, ce qui a servi d'ailleurs souvent à culpabiliser les patients, alors qu'en fait, c'est une maladie multifactorielle. Donc on s'est intéressé à cette maladie parce qu'effectivement beaucoup de gens sont concernés. On a en plus la chance en France d'avoir les 3 meilleurs experts mondiaux du vitiligo, donc dans 3 CHU, Bordeaux, Nice et à Créteil. Et cette maladie, elle a la particularité d'être un fardeau psychosocial très fort, notamment pour les jeunes, les plus jeunes qui sont atteints de cette maladie. Ça a un fort impact sur la construction de soi, puisqu'en général, les scientifiques s'accordent à dire que ça commence avant 30 ans. Donc un fort impact sur les relations sociales, sur le cheminement professionnel. Et donc, c'est vrai que toute la difficulté quand on parle de ce type de maladie où finalement le pronostic vital n'est pas engagé, c'est de faire reconnaître que ça a un impact, que ça peut être potentiellement grave pour un individu en particulier parce que le contexte fait qu'il est soit stigmatisé, soit harcelé. Et donc, on s'est intéressé à ce fardeau. Merci beaucoup. Et alors, cet impact psychosocial, comment des solutions numériques ou des propositions de prise en charge un peu particulières y répondent ? Oui, tout à fait. Donc moi, à la base, je suis entrepreneur. J'étais associé d'une entreprise qui s'appelle Spendesk, qui est une licorne française. Et en 2020, pendant le Covid, à cause du stress, j'ai moi-même déclenché un vitiligo. Donc c'est une dépigmentation de la peau. Les gens connus qui l'ont, Edouard Philippe, Michael Jackson, c'est ce genre de stress qui peuvent conduire à déclencher des maladies de peau. Et j'ai eu un parcours thérapeutique français, on va dire, donc avec tout un tas d'intermédiaires. J'ai eu la chance de rencontrer les experts mondiaux dont on parlait Claire, mais ça m'a mis à peu près 2 ans. Et donc Quido, c'est un projet non lucratif, hein, c'est une association, c'est un peu notre manière, entrepreneurs, designers, développeurs, de créer de la valeur, d'aider les gens atteints de maladies chroniques à mieux vivre avec leur maladie. Et ça consiste à créer des expériences autour de l'intelligence artificielle pour aider les patients et leurs aidants, parce qu'on oublie souvent, mais pour un patient, j'ai des proches, une famille qui est aussi impactée par ma dépigmentation, à naviguer cette maladie. Et donc les expériences numériques, donc le design, les applications, le logiciel, l'intelligence artificielle, ça permet de mieux la comprendre, de comprendre quelles habitudes de vie on peut changer. Ce sont des informations qu'on a uniquement quand on parle à des patients très experts qui l'ont depuis 10-15 ans. J'avais un ami qui m'a tout expliqué, qui avait vu un de ces experts-là. L'expert lui-même me l'a expliqué. On a essayé de reproduire cette expérience-là au plus grand nombre. Et donc, Quido, le vitiligo, c'est la première maladie qu'on traite, mais il y a tout un tas d'autres maladies, le diabète, Alzheimer, maladie de Crohn, qui ont les mêmes conséquences sur notre regard vis-à-vis de nous, notre regard vis-à-vis des autres, et sur lequel on essaye d'apporter une contribution. Alors, j'avais pas prévu d'aller là, mais finalement, c'est une très bonne transition. Ces maladies chroniques, aujourd'hui, elles s'organisent, en tout cas pour certaines d'entre elles, en cohortes qui sont suivies de manière longitudinale. C'est
entre autres les cohortes Compare, mais pas que celle-là. Et ma question à vous, psychiatres, c'est au fond, est-ce que vous vous servez de ces cohortes pour aller interroger des signes et des symptômes psychiatriques et voir le développement d'anomalies psychiatriques dans ces cohortes somatiques, qu'il s'agisse du vitiligo, qu'il s'agisse de la polyarthrite rhumatoïde, qu'il s'agisse de l'hyperthyroïdie et que sais-je. Autrement dit, est-ce que c'est un terreau pour vous? Alors, je pense que l'intérêt des cohortes qui ont été constituées pour certaines pathologies, l'intérêt de ces cohortes pour les items psychologiques et psychopathologiques est relativement récent. La cohorte de EDF, dont j'ai oublié le nom, Gazelle, les premières vagues de recueil d'informations ont fait l'impasse sur ces items-là, et les dernières vagues de collecte de données les ont inclus et ont permis justement de faire des liens très intéressants en population générale, puisque la cohorte Gazelle est une population, est une cohorte relativement représentative de la population générale, de faire des liens tout à fait intéressants et innovants entre l'incidence des pathologies somatiques et les indicateurs de santé mentale, soit comme conséquence de la morbidité, soit au contraire comme déterminant du cours évolutif de ces pathologies chroniques. C'est vrai pour le diabète, c'est vrai pour le psoriasis, c'est vrai pour le vitiligo, c'est vrai pour certains cancers, c'est vrai pour les colites inflammatoires, rectocolite hémorragique et Crohn. Enfin, la liste est assez longue en réalité. Exactement. Merci. Raphaël, un mot là-dessus aussi? Oui, pour dire que peut-être qu'on a pris un peu de retard effectivement sur ce type de mesures sur des cohortes existantes dans des pathologies avec des items de santé mentale. Souvent, ça s'est résumé à des items plutôt de qualité de vie plutôt que de la mesure de santé mentale. J'ai l'impression que c'est en train d'évoluer. Finalement, c'est un peu l'objet des discussions de ce jour. C'est Exactement. Il y a une petite tendance à la ghettoisation de la psychiatrie santé mentale et il faut absolument en sortir, d'où la mégalomanie que j'ai affichée. Et pour ce qui est de cohortes comme Compare, que tu as évoqué, eh bien, par exemple, a été lancée cette année une cohorte Compare dépression, donc dans la série Compare, qui a déjà, je crois, 3500 personnes recrutées, qui est absolument en plein essor. Et donc, je pense que les choses évoluent très rapidement de ce point de vue. Mais on voit bien que pendant longtemps, ça n'a pas été la culture. On peut le voir aussi sur autre chose d'assez intéressant, que sont les effets secondaires des traitements. Pendant longtemps, on a très mal mesuré les effets secondaires psychotropes des traitements. Bon, finalement, on s'y est intéressé assez peu, alors que parfois c'est limitant. Par exemple, on peut avoir un traitement anticancéreux, c'est arrivé il n'y a pas longtemps pour une molécule dans le cancer du sein qui s'avère avoir des effets psychotropes négatifs tout à fait problématiques, dont ça a arrêté le développement. Donc ça peut être majeur. Et à l'inverse, ça peut être positif aussi, c'est-à-dire qu'on peut découvrir des molécules qui, développées dans telle ou telle pathologie, s'avèrent avoir un effet psychotrope positif. Et je pourrais dire comme exemple que l'invention des antidépresseurs est venue justement du fait d'observer un effet antidépresseur de molécules qui étaient utilisées en l'occurrence pour soigner la tuberculose. Donc on a vraiment ça, c'est les ancêtres du repositionnement. C'est les ancêtres du repositionnement, mais on a vraiment besoin de le faire et on a essayé de développer ça d'ailleurs avec l'IGR, le CITEP, le DITEP maintenant, qui est l'une des principales unités de phase 1 en Europe, en ayant une mesure vraiment systématisée de l'impact en santé mentale des phases 1 onco pour observer des effets délétères ou positifs, mais en tout cas des mesures de santé mentale. Donc on a un peu de retard, mais je crois que c'est en train de changer. Merci beaucoup. Il est formidable parce qu'on a immédiatement la transition vers les traitements innovants et l'accès aux traitements innovants qu'on souhaite tous équitables. Et il y a deux types de traitements innovants au fond, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Il y a des traitements moléculaires, très clairement, mais il y a aussi des abords numériques, et il faut le mettre dans cette catégorie de traitement. Donc, peut-être Angèle d'abord, comment est-ce que vous vivez, vous, cet accès aux traitements innovants, et est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, cet accès est équitable ? Peut-être juste pour réagir sur ce qui s'est dit avant, c'est-à-dire que de plus en plus sur la question santé mentale, ce que je trouve intéressant, c'est que depuis notamment la crise sanitaire, on voit que le sujet envahit un peu tout.
C'est-à-dire que ça devient effectivement un sujet hyper systémique. Et on se rend compte de plus en plus que la pathologie somatique, l'accident de la vie, l'environnement va avoir un impact très fort sur cette question de la santé mentale, qui pendant longtemps a été quelque part réduite aux troubles psychiatriques. Et là, on voit en fait que c'est un sujet qui dépasse en fait frontières du sanitaire, frontières du psychiatrique, et qu'on va toucher dans le monde du travail, dans l'éducation, à l'université. La question de la santé mentale est en fait un sujet plus. Donc ça peut-être un point très fort, avec aussi derrière une très forte méconnaissance en fait du sujet et stigmatisation, ce qui relie typiquement sur vitiligo. Je trouve intéressant, c'est que là on a un peu la double stigmatisation, c'est à la fois j'ai une maladie affichante, c'est stigmatisant, et en plus une souffrance psychique, c'est stigmatisant aussi. Donc on a cet effet-là, méconnaissance, stigmatisation, qui fait que le recours aux soins est compliqué, l'accès aux soins est compliqué, et évidemment l'accès à l'innovation d'autant plus, puisque je vais avoir des difficultés à reconnaître et à aller chercher le soin et l'innovation sur ce type de pathologie. Donc voilà un petit peu pour... Merci beaucoup. Et alors, si on reste sur les médicaments numériques, j'allais dire, au fond, quand vous avez créé la start-up, comment a été l'adhésion? Est-ce que les patients ou des gens pas atteints par le vitiligo, est-ce qu'ils se sont précipités? Est-ce qu'au contraire, vous avez eu du mal à faire connaître? Comment ça s'est passé? Le lancement initial, on va dire, qui a eu lieu en décembre, a été ultra bien accueilli pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, dans le système de santé, il y a un accès, en l'occurrence sur le vitiligo, aux dermatologues, qui est compliqué. Les dermatologues sont rares, il faut quelques semaines à Paris, des mois en province pour y avoir accès. Même quand on n'a pas de vitiligo, l'accès au dermatologue est rare. Voilà, et donc pouvoir avoir cette expérience de père aidance, en quelque sorte, où on parle à quelqu'un d'expert qui va expliquer dans mes mots si je suis un enfant, si je suis parent d'un adolescent qui rencontre ces difficultés à l'école, comment je peux positionner la maladie, comment je peux aider le patient à faire ce cycle de déni. Alors moi, je suis plus du tout en stress et en détresse. C'est vrai qu'à une époque, au début de la maladie, souvent les patients sont angoissés par ça. Ils peuvent décider de sortir du parcours de soins puisqu'ils considèrent qu'il n'y a pas assez d'options pour s'en sortir. Et donc nous, on vient les aider à mieux la comprendre, à savoir quoi adapter dans son style de vie, à se sentir entouré. Et contrairement à un médecin, utiliser l'intelligence artificielle dans une belle expérience, peu importe que ce soit le 15e rendez-vous de la journée, la qualité de la réponse est toujours là. Et donc, Quido, utiliser ces outils-là et qu'ils soient recommandés par des médecins, c'est un peu notre objectif pour qu'il y ait le plus grand nombre qui puissent bénéficier de ce niveau d'information-là. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on voit, et on voit que quand on regarde dans notre roadmap l'ensemble des maladies chroniques, il y en a partout. C'est nos utilisateurs qui nous parlent du diabète, du psoriasis dont on a parlé, toute maladie longue où il n'y a pas nécessairement de solutions évidentes, a vocation à créer un besoin, un nouvel produit, une nouvelle expérience pour compléter le parcours de soins classique, traditionnel qu'on peut avoir avec son médecin de famille ou son spécialiste. Merci beaucoup. Franck, cet accès au traitement innovant, comment est-ce que ça regroupe le grand défi numérique en santé? Est-ce que ça a à voir? Alors, tout à fait. Dans ce contexte de développement exponentiel des solutions numériques en santé, on aurait pu penser que les besoins des personnes concernées par une situation de handicap psychique seraient embarqués par ce mouvement d'ampleur du numérique en santé. Et à la délégation ministérielle pour la santé mentale et la psychiatrie au ministère de la Santé, on a pensé au contraire qu'un instrument dédié au développement du numérique en santé mentale était requis. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a affaire à des pathologies extrêmement fréquentes, donc un nombre de personnes concernées très important. Et d'ailleurs, à peu près toutes les actions qui sont décrites dans la feuille de route gouvernementale santé mentale et psychiatrie sont potentiellement impactées par le développement de solutions numériques. Et donc, on peut recenser un ensemble d'opportunités qu'il conviendra de saisir pour améliorer la couverture des besoins non couverts. Il s'agit donc d'une multiple
potentiel d'utilisation pour les patients, pour les familles, pour les professionnels. Et puis c'est un autre enjeu important dans notre champ, la santé mentale et la psychiatrie, c'est un outil, ce sont de futurs outils pour soutenir le pouvoir d'agir des personnes concernées. Autrement dit, c'est un enjeu de transformation du système et d'empowerment des patients. Et puis enfin, c'est un enjeu à contre-courant des idées reçues. Le numérique, c'est pas pour la psychiatrie. Ben, nous, on pense au contraire, c'est particulièrement indiqué dans l'avenir pour la psychiatrie. Et donc, pourquoi faire ce grand défi qui est donc maintenant doté d'une directrice, Lynn Farah, qui parle à 18h tout à l'heure. Et c'est soutenir des co-développements entre usagers industriels et académiques, soutenir la mise au point des modalités d'évaluation de ces futures solutions numériques. Les choses sont globalement encore insuffisamment codifiées. C'est particulièrement vrai pour les futures solutions numériques. Et puis, c'est des stratégies de formation ambitieuses des utilisateurs. C'est soutenir des besoins de formation pour les utilisateurs, pour les développeurs. Quand je dis utilisateurs, c'est toujours patients, familles et professionnels. Et on va revenir à l'éducation tout à l'heure. Merci beaucoup. Claire, qu'est-ce que le laboratoire et comment est-ce que ce laboratoire, un laboratoire pharmaceutique s'inscrit dans cet accès aux traitements innovants et comment est-ce qu'on développe et comment est-ce qu'on accroche à la fois les patients d'un côté, les pouvoirs publics de l'autre? Alors, on a parlé tout à l'heure des cohortes. Effectivement, c'est un levier incroyable pour les laboratoires puisque on peut capitaliser sur ces cohortes en France, ce qui n'est pas le cas partout, dans tous les pays. Par exemple, on parlait donc du vitiligo. On a pu capitaliser, mobiliser la cohorte Constance de l'INSERM, donc on n'a pas encore évoqué, qui était formidable puisque ça a pu nous renseigner encore davantage sur le vécu des individus impactés par la maladie à travers une étude Violine. Et puis, il y a aussi, on parlait tout à l'heure de la cohorte Compare dépression. Il faut savoir que une des premières cohortes en la matière était sur le vitiligo en l'occurrence. Et c'est une étude au long cours qui a mobilisé des milliers de patients pour, encore une fois, mieux documenter, mieux comprendre le vécu, l'expérience des malades. On parlait d'accès à l'innovation. Moi, je suis plutôt optimiste parce qu'en France, on a enfin saisi toute la mesure de l'accès équitable à l'innovation. On a des mécanismes maintenant d'accès dérogatoire, d'accès accéléré à l'innovation dont notre laboratoire peut bénéficier désormais. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les patients. Et vous surfez sur cette vague-là, c'est-à-dire que vous êtes capable de profiter de ces opportunités d'un dispositif public pour mettre en route des nouvelles études, des nouvelles preuves de concept? Oui, alors on ne cesse d'approfondir notre connaissance de la maladie puisqu'effectivement, on a documenté le vécu des malades avec les cohortes, mais on continue de le faire avec l'association de patients, dont le rôle est indéniable. C'est une mine d'informations et on travaille au quotidien avec l'Association française du vitiligo. Et je pourrais y revenir tout à l'heure. On a voulu aussi documenter encore plus avec une méthodologie inédite en santé, en allant chercher des témoignages beaucoup plus précis auprès de jeunes atteints de vitiligo, mais aussi les perceptions croisées de jeunes qui n'ont pas le vitiligo pour encore mieux comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Et en l'occurrence, notamment au collège, puisque c'est un moment crucial de la construction de soi. C'est un bon teasing, ça, donc on va en reparler tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Raphaël, on parlait tout à l'heure de repositionnement, alors d'accès aux thérapeutiques innovantes, et je mentionnais que dans ton laboratoire, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Comment est-ce que demain, avec un smartphone, on est capable de détecter très précocement des variations de l'humeur, par exemple? Tu peux nous en dire un peu? Et puis des médicaments qu'on connaît depuis très longtemps, je pense à la kétamine, qui aujourd'hui font irruption dans le champ de la santé mentale. Oui, je pense que ce qu'on pourrait commencer par dire, en fait, c'est que notre dialogue, notre discussion sur les liens santé mentale, santé physique, illustre la propension que nous avons toujours au dualisme
Non, c'est pas pour me lancer dans la philo, mais c'est pour dire que nous avons toujours ce travers de penser les choses comme étant soit incarnées, soit de l'ordre de l'esprit. Et que on le voit pour le vitiligo, ou pour une pathologie dermatologique ou autre, soit on pense physiopathologie, mécanistique, soit on pense poids, burden, on ne sait pas bien le traduire, mais conséquences de la maladie, fardeau, soit facteur déclenchant, comme Nicolas l'a évoqué, donc le stress. Et donc on est dans une logique psychologique et qui n'est plus la logique de la mécanique, de la physiopathologie. Or, en fait, la psychologie elle-même est incarnée. Elle ne fonctionne pas de façon éthérée, elle fonctionne sur des bases organiques au travers de cet organe spectaculaire qu'est le cerveau, qui a des effets sur d'autres organes, en l'occurrence la peau. Et on a cette propension à toujours penser qu'il y a d'un côté un déterminisme psychologique, des choses de l'esprit, et de l'autre des choses mécaniques. Et dans le champ de la psychiatrie, on a exactement le même débat. Donc on peut se battre entre nous, entre les psychanalystes d'un côté, les psychiatres biologistes de l'autre, ce qui est complètement aberrant parce que les patients sont les mêmes et les enjeux sont au fond les mêmes. Et vous êtes votre cerveau, et votre cerveau fait plein de choses et permet plein de choses, dont l'esprit et les conséquences de cet esprit. Alors en l'occurrence, on a pu penser que justement, au titre de ce dualisme, la psychiatrie était le dernier refuge de l'humain et de l'esprit par rapport au numérique, par rapport à l'intelligence artificielle, et que ce serait une sorte de bastion de résistance. Et c'est vraiment un très mauvais raisonnement, parce que justement, la santé mentale est le lieu d'exercice par excellence de l'intelligence artificielle et du numérique. Dans l'exercice quotidien du psychiatre, avant que je parle d'innovation concrète, mais dans l'exercice quotidien du psychiatre, la perception d'un clinicien se fonde sur une série d'éléments, on peut appeler ça des signaux faibles, qui se repèrent très très vite. Un de mes lointains prédécesseurs disait « Quand je n'ai pas de diagnostic en salle d'attente, je sais que ça va être difficile ». C'est-à-dire qu'en fait, les choses allaient très très vite dans la perception. Et évidemment, ce n'était pas un truc de marabout, c'est-à-dire qu'il avait l'expertise, l'expérience qui lui permettait de percevoir très très vite ce qu'il se passait chez ce patient et à ce moment-là, de porter un diagnostic. Ça, c'est des signaux faibles, ce n'est pas la force qui est avec lui, c'est vraiment des signaux faibles. Et ces signaux faibles, on devrait être capable de les objectiver avec les outils numériques. Donc, de ce fait, aujourd'hui, j'y viens, les outils numériques nous permettent de mesurer très précisément des choses qui traduisent l'état de santé mentale d'un individu bien mieux que beaucoup d'autres mesures, notamment biologiques. Quand un patient nous laisse un message téléphonique, simplement ça, si on lui laisse notre téléphone portable, ce qui m'arrive trop souvent, eh bien, on perçoit très très vite dans quel état il est. Par exemple, pour un patient bipolaire, c'est-à-dire qui oscille entre être trop rapide ou être trop lent, trop en forme ou trop déprimé, on le perçoit très vite sur la scansion, sur le timbre, sur l'assurance, et à vrai dire, pas tant que ça sur le contenu même, c'est-à-dire la sémantique, mais toute une série d'éléments qui relèvent de l'analyse même de la parole, et pas tant de la sémantique. Et donc, on est capable aujourd'hui d'utiliser ces outils, et on le sera encore plus demain, pour mieux mesurer la santé mentale. Et je le redis donc, la santé mentale n'est pas du tout le bastion de résistance au numérique et à l'intelligence artificielle, au contraire. Alors, Franck va réagir et après, je voudrais entendre Claire sur ce qu'elle nous a promis et qu'elle ne nous a pas encore dit. C'est très rapide, parce que ce que vient de dire Raphaël permet d'illustrer ce que je disais tout à l'heure, qui me paraît de première importance sur la restauration, le soutien au pouvoir d'agir des patients. Ces informations, qui sont très précieuses, peuvent être ensuite mises à la disposition du patient pour se monitorer lui-même. Et quand je parlais de pouvoir d'agir, exactement, c'est d'autorégulation. D'autorégulation. Merci beaucoup. Claire, vous en avez dit trop ou pas assez? Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à nous dire?
Alors, on est parti du constat avec nos partenaires et en particulier l'association de patients pour le vitiligo et le docteur Mickaël Herminger qui nous a accompagnés dans ce travail avec sa fibre santé mentale et expérience du patient. On est parti du constat que souvent, finalement, la stigmatisation, elle pèse plus sur la qualité de vie que les symptômes eux-mêmes. C'est vrai pour un tas de maladies et le vitiligo est un très bon exemple. Donc on a souhaité approfondir ça, apporter notre pierre à l'édifice aussi en tant qu'acteur privé et continuer à sensibiliser sur le fardeau de ce type de maladie. Et effectivement, on a pu croiser des témoignages de patients, de jeunes entre 12 et 25 ans atteints de vitiligo, avec les perceptions qu'avaient leurs camarades, aussi des jeunes de 12-25 ans, qui, eux, n'avaient pas le vitiligo. Donc en soi, c'est aussi une méthode intéressante en santé qui n'avait pas été appliquée jusqu'à présent. Et les résultats sont assez bluffants, assez marquants, pas forcément dans le bon sens du terme, malheureusement. Si je dois retenir deux principales conclusions de cette étude qui sera disponible dès ce soir sur le site de l'IFOP et de l'association de patients, la première, c'est que clairement, le collège, c'est un moment charnière pour l'acceptation de sa maladie par soi-même et pour ses proches. Malheureusement, acceptation qui est très difficile donc au collège et à la puberté. Il se trouve aussi que c'est au collège où finalement les jeunes sont les moins bien informés de l'impact de ces maladies. Il y a seulement 30% des jeunes qui savaient ce que c'était que le vitiligo, avec quand même une proportion plus importante chez les jeunes filles. Et donc, finalement, on retrouve un petit peu ce concept assez connu en psychologie sociale qui est que moins on connaît une chose, moins on est exposé à une chose, plus on a peur et finalement plus on a des réactions de stigmatisation et de discrimination et de rejet. Et donc, clairement, on avait quasiment 34% des jeunes qui accepteraient d'être en contact physique avec d'autres jeunes atteints de vitiligo et seulement 38% d'entre eux qui souhaiteraient avoir une interaction sociale avec des jeunes atteints de vitiligo. Donc c'est assez flagrant. Et on ne parlait même pas de contact physique. Non. On va rester sur la stigmatisation et sur l'éducation et la sensibilisation du public. Et Franck, si vous voulez rebondir là-dessus, et puis ensuite on entendra Angèle, parce que je pense que c'est un aspect absolument central. On revient au début, au titre de cette table ronde, et c'est l'aspect vie sociale. Autrement dit, la suspicion et l'exclusion. Alors cette enquête sur le vitiligo, moi j'ai trouvé que c'était une parfaite illustration de deux enjeux majeurs pour les pathologies stigmatisantes, l'enjeu de l'information et l'enjeu de la lutte contre la stigmatisation. Alors sur l'information, l'enquête sur le vitiligo illustre l'importance de l'information donnée pour encourager la prise de parole, notamment sur l'impact psychologique, et que ça rejoint finalement ce qu'on développe, ce qui s'est beaucoup développé ces dernières années, des campagnes d'information qui encouragent à la prise de parole. Vous avez peut-être le souvenir, il n'y a pas très longtemps, de cette grande enquête, de cette grande campagne sur en parler, c'est déjà se soigner. Et puis ça continue avec d'autres campagnes, en particulier à destination des jeunes. Ce qu'on a dit sur le vitiligo, c'est particulièrement vrai pour les pathologies mentales qui commencent en moyenne entre 15 et 25 ans, à un moment très critique du développement des personnes. Donc je fais référence à la campagne de l'an dernier, J'en parle à, ou à une autre campagne qui s'appelle « Et toi, comment ça va ?», qui sont diffusées sur les réseaux sociaux populaires chez les jeunes. Et puis cette année, enfin fin d'année dernière et cette année, toute cette année vont se développer, se déployer la campagne Le Feel Good, toujours dans le même esprit, encourager la prise de parole sur les situations de souffrance psychique. Sur la déstigmatisation, bien ça aussi c'est un enjeu très important, avec des actions qui sont surtout conduites, les campagnes sont principalement portées par Santé publique France. Sur les campagnes de déstigmatisation, on a un opérateur qui est extrêmement puissant, qui est installé sur cet enjeu-là, qui est le Psycom. Et sur le site du Psycom, vous avez de
très nombreuses boîtes à outils pour lutter contre la stigmatisation, le GPS anti-stigma, et puis les campagnes à destination des journalistes. Les journalistes jouent un rôle très important dans la manière de traiter les sujets de santé mentale. Ça, c'est pour les acteurs institutionnels, mais sur les campagnes d'information et de déstigmatisation, il y a aussi de très nombreux acteurs de la société civile qui sont mobilisés et qui sont par exemple rassemblés par l'Alliance pour l'obtention de cette grande cause nationale qu'on espère pour 2025, mais Angèle va vous en parler. Alors, l'Alliance, que fait l'Alliance ? Merci. Oui, effectivement, l'Alliance pour la santé mentale, en fait, elle plaide pour ce qui est une grande cause autour de ce sujet, parce que c'est à la fois un sujet effectivement individuel, mais aussi un sujet beaucoup plus collectif. Et on peut penser à la Constitution américaine qui reconnaît ce droit à la poursuite du bonheur. Quelque part, il y a une forme de reconnaissance de l'État du fait que voilà, cette santé mentale, ce bien-être, cette poursuite du bonheur, elle concerne tout le monde et tous les étages. L'idée de la campagne Grande Cause, c'est effectivement sensibiliser, informer, prévenir, essayer d'avoir une formation aussi sans relâche sur le sujet pour passer un peu de cette logique. Alors évidemment, le curatif est extrêmement important, mais aussi comme la santé mentale dépasse cet enjeu-là, passer effectivement à une logique un peu de triptyque information, prévention, déstigmatisation. Et beaucoup de pays en fait se sont emparés de ce sujet-là et ont mené. C'est pas juste des campagnes de communication, c'est des actions très très larges au très long cours. Les Néo-Zélandais sont les premiers. Ils ont commencé en 1997. Like Minds, Like Mine. C'est vraiment et ils ont un recul absolument énorme sur ces campagnes sur la santé mentale qui ont vraiment fait bouger les choses. Ça a commencé avec des All Blacks. On est plus dans l'éducation que dans la communication. Éducation, information, sensibilisation, formation aussi, parce qu'il y a plein de programmes. Je pense au premier secours en santé mentale. Il y a plein de programmes qui existent, qui vous permettent de vous former à repérer, à comprendre, à mieux identifier les choses. Et ça aide énormément dans le parcours de soins aussi. Ça permet en fait de décaler un peu le moment de l'accès aux soins et d'être le plus préventif possible. Les Néo-Zélandais, les Anglais ont aussi fait pas mal de campagnes depuis plus de 10 ans. Donc c'est vraiment du long cours. Les Canadiens, les Australiens, on a du recul. On sait qu'il faut du long cours. On sait qu'il faut une implication forte des pouvoirs publics, et ça on l'a, mais encore faut-il avoir cette grande cause et cette envie d'y aller. Donc on se mobilise vraiment avec toute une coalition d'acteurs pour obtenir ça. Et puis de la mesure d'impact aussi, parce que le ROI, le retour que vous allez avoir sur ces campagnes-là, il est extrêmement important. Est-ce que ça a marché en termes de déstigmatisation, d'accès aux soins, d'accès aux droits aussi, puisqu'on sait que la stigmatisation sur les personnes avec des troubles psy, elle concerne aussi leur accès à l'emploi, au logement, etc. Donc, sachant que ce retour sur investissement, il est à longue en 3 mois, vous n'avez pas d'effet. Ça, c'est le scoop que je peux vous donner. Ça montre. C'est 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est ça. Le King's College a fait plein d'évaluations des campagnes anglaises et c'est le département de psychiatrie qui les fait, mais aussi en pluridisciplinaire. Ils vont aller regarder avec des anthropologues, des sociologues les effets de ces campagnes et c'est extrêmement intéressant, mais c'est du temps long. Et dernier point, pour le succès de ces campagnes, il faut qu'elles soient faites avec les personnes concernées aussi. Autrement, ça ne marche pas. L'exposition, en fait, c'est ce qui marche le mieux en termes de déstigmatisation. Voilà un peu ce que je voulais en dire. Merci infiniment. Une question, on se rapproche de la fin, donc j'ai juste une question très courte à Nicolas. Vous connaissiez Angèle ? On s'est rencontrés pour le panel. Non, mais je veux dire par là, comment vous vous inscrivez dans cette dynamique d'éducation, d'information, de formation et de déstigmatisation ? Alors, nous, on a été surpris par l'ensemble de la dynamique qu'il y a là, cette année, l'année dernière, autour du vitiligo. Et ce qui nous a permis de travailler avec des acteurs privés, des associations, avec l'association française du vitiligo, avec les professeurs. Et ça nous montre que ce qu'on est en train de créer dans cette maladie chronique peut être dupliqué. Une fois qu'on l'a fait une fois, on peut le faire sur tout un tas de maladies différentes. Il y a un problème qui reste vrai, qui est le sujet du financement. Il reste à trouver l'équation économique. Nous, c'est une association, c'est un projet à but non lucratif. À la fin, les gens qui contribuent dans le collectif le font bénévolement sur leur temps de travail, sur du business qu'ils pourraient faire par ailleurs. Et donc, il nous reste à trouver finalement la manière de financer ces expériences digitales, cette infrastructure. Donc, c'est un peu
call, un appel. Nous, les gens qui veulent contribuer, eh bien, ils peuvent le faire par leur temps, leurs expertises, leurs compétences, et également nous aider à financer ce type de produit qui a vocation, à mon sens, à se développer au fur et à mesure que les entrepreneurs... À être un compagnon. Voilà. Merci, et je vais donner pour 30 secondes le mot de la fin peut-être à Raphaël, avant de vous remercier tous. Raphaël. Merci. Juste un petit mot, je trouve extrêmement importante la démarche de déstigmatisation. J'ai une toute petite méfiance quant au mot bonheur, parce que je trouve que c'est une sacrée pression, le bonheur. Moi, j'ai découvert un métier qui s'appelle Chief Happiness Officer, et j'ai découvert ce métier avec une patiente qui venait me voir, qui était profondément déprimée, parce que c'était terrible de porter le bonheur pour toute son entreprise. Quand le bonheur devient un fardeau, ça c'est compliqué. Comme médecin, je me contente de soulager les patients et d'essayer par rapport à la souffrance. Et puis la deuxième chose, sur le repositionnement et la déstigmatisation, je crois que quand on sait soigner une maladie, eh ben, ça change complètement le regard sur cette maladie. Et ça, c'est essentiel, que ce soit une maladie psy, santé mentale, ou une maladie physique, ça change complètement le regard, parce qu'on cesse de penser que c'est les forces de l'esprit ou je ne sais quoi. On comprend qu'il y a une mécanique en jeu et qu'on peut intervenir, et ça change complètement le regard. Et je suis persuadé d'ailleurs que quand on interroge les uns et les autres, s'ils comprennent qu'il y a un enjeu de soins, le regard sur les personnes atteintes de maladies change complètement. Tout. On a fini. Je vous remercie infiniment tous les 5. Vous avez été juste formidables. Bravo.